Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur de la cryptographie. Et là on va s'intéresser à un cas de cryptanalyse sur un algorithme historique, un des premiers algorithmes de chiffrement donc polyalphabétique. Vous êtes probablement tous exercés un jour ou l'autre sur des petits exercices où il fallait réussir à décoder un petit message secret et en général ces messages secrets, c'était juste des substitutions monoalphabétiques, c'est-à-dire qu'une lettre est substituée toujours par le même symbole, ce qui fait que il est relativement connu que ce genre de, de, de chiffrement n'est clairement pas sécure à partir du moment où, en particulier, c'est très sensible aux analyses statistiques. Donc aux analyses statistiques, on y reviendra tout à l'heure et on expliquera en particulier en quoi cela consiste. Donc, comme je l'ai mentionné juste avant, en fait, le chiffrement de binaire est un des premiers chiffrements polyalphabétiques. Polyalphabétique, c'est simplement dire que, dans ce cas-là, une lettre n'est pas toujours codée par le même symbole. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que justement, pour les analyses statistiques, elles sont basées sur la fréquence des lettres. Donc ici, comme le E est la lettre la plus fréquente en français, là, pour le coup, le fait qu'elle soit répétée, qu'elle soit pas toujours codée par la même lettre, on ne peut pas déduire que la lettre qu'on va voir la plus fréquente apparaître sera forcément le E. Ça ne tient plus dans ce cas-là. Ok, donc on va juste illustrer Wigner en pratique. Et donc nous avons ici un message clair qui est testons Wigner. Nous avons une clé secrète. Donc une clé secrète, c'est juste un mot ou une phrase que l'on va répéter tant que nécessaire sous le message à chiffrer. Donc ici, notre clé secrète, elle s'appelle ma clé. Et on voit qu'on a répété de la position de 0 à 4, donc on a écrit ma clé. Et ensuite, aux positions 5 et 6, on a recommencé avec le MA de ma, du coup. La position 7 n'est pas chiffrée puisque ce n'est pas un caractère chiffrable. Et du coup, on continue en position 8 avec la prochaine lettre disponible. Donc ici, c'est le C. Donc c'est LE et on recommence en position 11 à partir de... On répète une nouvelle fois ma clé. Ok. Une fois qu'on a ceci avec Wigner, qu'est-ce qu'on fait en réalité? En réalité, on applique un décalage. Donc en gros, c'est comme si on faisait une addition en disant à la lettre T, je vais ajouter la lettre M. Supposons que les lettres sont codées de 0 à 25, donc le A avec 0 et la lettre Z avec 25. Vous avez ici la lettre T qui va correspondre à 19 et la lettre M qui va correspondre à 12. Vous faites 19 plus 12 et vous allez obtenir 31 si les calculs sont bons. Et du coup, il faut ramener ceci entre 0 et 25 et donc vous enlevez 26. 31 moins 26, il reste donc 5. Et vous faites ceci pour chacune des lettres que vous avez obtenues. Et une fois que vous avez tous les nombres recherchés, vous remplacez ces nombres par la... Ah bah tiens, je viens de voir qu'il y a un 30 qui se balade encore, donc le 30 ici doit être transformé en 4, évidemment. Donc toutes les lettres que vous obtenez ici sont alors, tous les chiffres sont alors substitués par les lettres qui correspondent à leur position dans l'alphabet, sachant que le A vaut 0 encore une fois. Ok, qu'est-ce qu'on peut constater avec ce genre de chiffrement en fait? Soit c'est donc le texte chiffré, donc sans caractère non chiffré. Ça veut dire que typiquement que dans celui qu'on avait obtenu juste avant, l'espace qui était présent ne le plus dans le texte que l'on va traiter. On prend n, la taille de la clé. Donc ici, dans notre exemple, c'était 5, d'accord, avec 5 lettres pour écrire ma clé, justement. Et en fait, si vous regardez exactement pour toutes les lettres qui sont espacées de n caractères, donc ici de 5 dans notre exemple, elles ont toutes été codées avec la même lettre. Vous pouvez voir ici, par exemple, que le F est codé avec la même lettre que le Z, qui est codé avec la même lettre euh, que le Q. Enfin, ils ont tous subi le même décalage. D'accord? Donc ils ont tous subi un décalage de M précédemment. Donc c'est pareil avec le E, le S, donc en position 1, 6 et 11. Ils ont tous subi un décalage, ils sont tous le résultat d'un décalage de A.
C'est la même chose pour le U et ainsi de suite, hein. Donc c'est toujours des positions telles que on ajoute, on a 5 fois K, peu importe quand, et à partir de 0, 1, 2, 3 ou 4. Et donc tout ça pour dire que en réalité, si on était capable de faire des petits textes qui sont justement toutes les lettres qui sont espacées de 5 ensemble, et bien on allait construire des textes qui, pour le coup, avaient subi un simple décalage. Donc, alors, quand je disais au début un simple chiffrement monoalphabétique, mais c'est pire que ça, parce qu'en réalité, pour Wigner en particulier, c'est juste un simple décalage, d'accord? On a juste appliqué une lettre, hein, on a additionné une lettre à une lettre claire pour obtenir la lettre chiffrée. Donc dans ce cas-là, si on trouve le E statistique pour un texte qu'on a construit de cette façon-là, donc encore une fois, hein, j'essaye de faire des paquets, de toute façon on va le comprendre juste après parce que je vais l'illustrer par un petit schéma. Si on a construit des paquets qui ont subi uniquement un simple décalage, ben, il suffit de trouver ici la lettre la plus fréquente et ce sera probablement le E. Ok, donc voyons un peu, supposons qu'on connaît la taille du coup. Dans ce cas-là, ici on a une taille de 5. Chaque lettre ici va être colorée par une couleur différente, hein. Donc, enfin, il y a 5 couleurs différentes. Alors, attention, les deux cases qui sont grisées au milieu, hein, c'est simplement pour dire on a un certain nombre de cases hein, qui apparaissent. Mais au final, on va essayer de construire un texte rouge, bleu, vert, on va dire, hein, bleu, jaune, noir. Et l'idée, ça va être de mettre la première lettre ici dans le texte rouge, la seconde dans le texte bleu-vert, la troisième dans le texte bleu, dans le texte jaune, la cinquième dans le texte noir, et ainsi de suite. Et de cette façon-là, en parcourant tout le texte jusqu'à la dernière lettre, on va avoir un certain nombre de textes obtenus. Et là-dedans, après, il suffit simplement de demander quelles sont les lettres les plus fréquentes à l'intérieur pour trouver quel était justement le E potentiel pour chacun de ces textes. Donc ici, par exemple, dans le premier texte, on va avoir le Q qui sera le plus fréquent, le E qui sera le plus fréquent dans le second texte, le G dans le troisième, le P dans le quatrième, et enfin le I dans le cinquième. Et du coup, comme on sait que ça représente potentiellement un E, ce qu'on va faire, c'est simplement de dire bah, quel décalage y a-t-il entre la lettre la plus fréquente et le E supposé du coup. Bah là, si on prend le Q, on va faire Q-E, ce qui correspond donc aux positions dans l'alphabet à 16-4, hein, en partant de 0 encore une fois. Et là, on obtient M. Pour le second texte, on va faire E-E, du coup. Donc là, on a bien 4-4, hein, et on obtient 0, 0 étant la lettre A. Pour le G, on aura donc G-E, ça fait 6-4, ça fait 2, et c'est la lettre C, la troisième lettre de l'alphabet. Pareil pour l'avant-dernier texte, c'est pareil pour le dernier texte. Et de cette façon-là, normalement, sur un texte assez long, on devrait assez facilement extraire la clé qui a été utilisée pour le chiffrement. Ok, donc là, en gros, c'est si on a la taille de la clé, on voit qu'on peut appliquer cet algorithme-là, et clairement, on va retrouver très facilement la clé qui a été utilisée pour chiffrer. Ok. Donc ça, c'est le point clé hein, jusqu'à présent, c'est de dire, ok, si j'arrive à trouver la clé, j'ai gagné. Très bien. Est-ce qu'on peut... comment va-t-on essayer de trouver cette clé, du coup? Eh bien, justement, on va procéder de la même façon, quelque part, mais on va on va supposer des tailles de clés successives. Donc, au début, on va dire, ok, j'ai supposé que ma taille de clé, c'est 1. Donc, ça veut dire que j'ai utilisé un seul caractère. Donc, ça veut dire que tous les textes toutes les lettres de mon textes ont subi le même. Donc, encore une fois, vu qu'on répète la clé normalement pour chiffrer, là, toutes les lettres de mon texte vont subir le même décalage. Si bien qu'ici, j'ai coloré toutes mes lettres en rouge, hein, car elles vont toutes subir le même décalage d'une seule lettre qui sera ma clé dans ce cas-là. Ok. On obtient un seul texte. Donc ici, on va calculer ce qu'on appelle l'indice de coïncidence. Donc l'indice de coïncidence, c'est une formule magique hein, qui va simplement qui respecte la façon suivante. On va calculer le nombre de A qui apparaît dans ce texte
et on va le multiplier par le nombre de a-1. On va l'additionner au nombre de b qu'il y a dans ce texte avec le nombre fois le nombre de b-1 et ainsi de suite jusqu'au nombre de z qu'il y a dans le texte sur le nombre de z-1, multiplié par le nombre de z-1, le tout divisé par le nombre de lettres total du texte fois le nombre de lettres moins 1, ce que j'ai appelé nn-1 en bas de la fraction. Ok. Qu'est-ce que ça nous apporte? Bah là, ici, si on fait notre calcul dans ce cas-là, on peut avoir par exemple 0,04. Donc c'est bien beau d'avoir un chiffre, mais encore en nombre, mais encore faut-il savoir ce que ça nous apporte justement pour notre cryptanalyse. Bah, il faut savoir en fait que l'indice de coïncidence pour un texte en français devrait être proche de 0,0746. Vous prenez n'importe quel texte français. Si vous faites ce calcul-là appliqué à votre texte, vous devriez avoir un truc approximativement dans cette zone-là. Si on prend un contenu complètement aléatoire, on devrait obtenir quelque chose autour de 0,0385. Donc là, clairement, notre 0,04, il est plus proche du 0,0385 que du 0,0746. Et ce qui est super intéressant avec l'indice de coïncidence, c'est que l'indice de coïncidence reste constant si notre texte pendant un chiffrement, si ce chiffrement est une simple application d'une substitution. Donc une substitution, encore une fois, c'est je remplace une lettre par une autre lettre ou un autre symbole, mais tout le temps pareil. Donc ici, voilà, si je fais une telle transformation de mon texte, clair en texte chiffré, alors l'indice de coïncidence restera identique. Ce qui veut dire ici que là, c'est pas possible que ça soit la bonne clé, parce que quoi qu'il arrive, si c'était la bonne clé, ben on devrait avoir quelque chose qui devrait être autour de 0,0746. Donc là, ça nous donne une réponse qui est ben, la taille de la clé n'est pas 1. Donc on va maintenant supposer que la taille de la clé est 2. Donc on va avoir toutes les deux lettres vont être réparties dans deux textes différents. Donc on aura le texte rouge d'un côté et le texte vert de l'autre. On va calculer sur chacun de ces textes l'indice de coïncidence. Là encore, on se retrouve sur du 0,042, 0,043. Donc purement théorique, évidemment, mais c'est juste pour illustrer un peu nos propos dans ce cas-là. Donc ça ne marche pas. Et là, si on continue avec 5 textes, par exemple, qui correspondraient à notre cas, on obtiendrait donc 5 textes différents, on calculerait l'IC, l'indice de coïncidence de chacun des textes. Et là, clairement, on se retrouverait dans une situation qui serait proche, donc, où chacun des textes serait le résultat d'une substitution d'un texte français par quelque chose d'autre. Donc en gros, c'est pas parce que vous avez, en gros, c'est supposé qu'il y a une espèce d'équiprobabilité de l'apparence des lettres, et que sur un texte super long, finalement, ça se répartit bien. Les proportions restent les mêmes sur les textes extraits, en fait. Ok, donc tout ça pour vous dire que maintenant, tout ce qu'on doit faire simplement, c'est de dire, ok, je vais m'amuser à répartir le texte chiffré en n textes, en répartissant alternativement les lettres dans chacun des textes. Je vais faire croître n jusqu'à trouver un indice de coïncidence qui est proche de la langue recherchée. Là, si je cherche du français, il faut que ça soit pas loin de 0,0746 en moyenne. Une fois que j'ai trouvé la taille de ma clé, dans chacun des textes obtenus, je vais simplement chercher quel E est potentiel dans chacun des textes. À chaque fois que je vais trouver un E potentiel, je vais faire la soustraction pour trouver finalement quelle a été la lettre qui a été utilisée pour chiffrer. Et ainsi de suite, je vais trouver la clé. Donc, ce qui nous permettra donc de casser Wigner. Donc voilà, vous venez de faire votre première expérience, grosso modo, pour casser un chiffrement qui date effectivement de la fin de 1586, je crois, ou un truc dans ce style. Mais c'est autre chose, évidemment, que les petits exercices qu'on a l'habitude de faire dans les petits jeux d'été, on va dire. J'espère que ce petit format vous a appris des choses et vous a amusé. Et on se retrouvera pour d'autres choses dans la même veine, dans d'autres vidéos. À bientôt!